Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. À quoi ça sert les acides aminés? Et ça ne sert pas seulement à faire des milieux de culture, ça sert à beaucoup d'applications. Alors, à quoi ils servent? On a vu les tonnages. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on en fait. Alimentation humaine, il n'y en a que 3. L'acide glutamique, alors que ça peut paraître bizarre, c'est un non indispensable, et pourtant c'est le plus produit et il sert quasi exclusivement à 99,9% du marché, c'est de l'alimentation humaine. Pourtant ils ne sont pas indispensables. Aspartique et phénylaléine, pour la bonne raison qu'ils sont synthétisés pour une seule application, la synthèse de l'aspartame, dont ils sont des constituants. Alimentation animale, il y en a 4. Méthionine, lysine, thréonine, tryptophane. C'est les 4 qui sont carencés dans les protéines végétales et que du coup les animaux ne trouvent pas en quantité suffisante dans les protéines végétales et qu'il faut supplémenter pour qu'ils aient une alimentation équilibrée. Les protéines végétales sont carences, elles contiennent les 20 acides aminés comme toutes les autres protéines, mais avec une carence, une proportion plus faible que les protéines animales dans ces 4 acides aminés. Donc du coup, si vous voulez avoir une alimentation équilibrée, vous êtes obligé de compenser les protéines végétales par les acides aminés. Ou alors, ça c'est vrai évidemment pour tous les animaux que l'on nourrit avec des produits agricoles végétaux. Les carnivores qui mangent de la viande, il n'y a pas de problème, puisque là c'est des protéines animales. Nous, on n'a pas besoin de compenser. Pourquoi? On est un animal omnivore qui mangeons à la fois des produits végétaux et des produits animaux. Donc nos acides aminés essentiels vont nous être amenés par la viande ou les produits carnés que l'on mange, on ne mange pas que de la viande. Les produits laitiers sont très riches en acides aminés essentiels d'origine animale. Le lait, c'est une origine animale. Vous voyez un peu le système. Ensuite, l'agriculture, il y a un acide aminé qui est utilisé, c'est la glycine, car c'est le précurseur de synthèse du glyphosate ou glyphosinate. Est-ce que vous connaissez ces 2 molécules, glyphosate et glyphosinate? Alors ça, c'est les noms scientifiques. Glyphosate, c'est le principe actif du Roundup. Ça vous dit quelque chose comme terme? C'est le désherbant chimique le plus utilisé au monde. Et le glyphosinate, c'est le principe actif du Basta, le 2e désherbant chimique le plus utilisé. Roundup fabriqué par l'américain Monsanto et le glyphosinate par le suisse Syngenta. C'est les 2 principaux désherbants chimiques utilisés en agriculture, qui ne sont que des phosphates de glycine. Donc vous voyez, du coup, ça fait un gros tonnage vu la quantité de glyphosate, de Roundup et de Basta qui sont utilisés. N'oubliez pas que 70% des plantes OGM cultivées par le monde sont des plantes résistantes à ces 2 herbicides. Et donc les agriculteurs qui les cultivent épandent ces herbicides sur les champs, ça leur fait un désherbage chimique, ils sont tranquilles, il n'y a que leurs plantes OGM qui poussent. C'est dans les 130 millions d'hectares plantés dans ces plantes OGM en 2010 de par le monde. Évidemment, il est trop tôt pour avoir les chiffres 2011, toutes les plantations ne sont pas encore faites. Donc vous voyez que ça fait des très grosses quantités, mais c'est de la synthèse chimique. Quelques-uns vont être utilisés en pharmacie. Alors, il y en a alors en pharmacie, ils sont quasiment presque toujours mis sous forme de sel et pas de forme acide. Donc on a les sels d'acide glutamique, d'aspartique, d'arginine et la glutamine qui sont mis pour la même raison. Ce sont ce qu'on appelle des fortifiants. Ce sont les donneurs d'azote dans le métabolisme humain. Et ils permettent d'accélérer la synthèse protéine après un traitement d'une maladie. Et quand on est malade, qu'on mange moins, nos muscles fondent, parce qu'on a besoin de nos acides aminés, donc on consomme nos propres muscles quand on a une carence en alimentation, et du coup après il faut régénérer, une fois que le traitement est terminé, et donc redonner les donneurs d'azote accélère la synthèse des protéines humaines. Donc c'est ce qu'on appelle des fortifiants, c'est pas un médicament, ça ne soigne pas, mais ça accélère la régénération post-maladie. La L-Dopa, elle, c'est un acide aminé différent, puisque c'est la dihydroxyphénylaléine, ce n'est pas un constituant des protéines, mais c'est un neurotransmetteur cérébral. Il y a des acides aminés constitutifs des protéines, mais il y a d'autres acides aminés dans le métabolisme cellulaire qu'on va trouver sous forme libre,
comme neurotransmetteur ou comme d'autres applications, d'autres fonctions. Et donc la L-Dopa, elle est utilisée en traitement anti-parkinsonien, car la maladie de Parkinson, c'est tout simplement les cellules de cerveau qui deviennent incapables de synthétiser ce neurotransmetteur. Alors, c'est très beau en théorie, en pratique, ça marche assez mal à cause du fonctionnement lui-même du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire, le fonctionnement du cerveau? Le cerveau, c'est le cœur de chaque individu, de chaque animal, hein, et du coup, il y a un double contrôle de ce qui arrive. Ce que vous mangez, c'est filtré au niveau du sang, le sang est stérile, mais le sang qui va nourrir le cerveau en lui amenant les constituants dont il a besoin, oxygène plus éléments nutritifs, et à nouveau subit un deuxième contrôle d'entrée, et il est systématiquement filtré sur les méninges. Et donc c'est très compliqué de faire rentrer des molécules médicamenteuses dans le cerveau. Le seul moyen pour court-circuiter cette barrière, ce contrôle d'accès au cerveau, c'est l'injection intracérébrale, ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour traiter la maladie de Parkinson, si on donne la L-Dopa par voie orale, elle passe bien dans le sang, mais quand elle arrive au méninge, le contrôle d'entrée du cerveau, quand c'est au début, les 6 premiers mois à peu près, ça arrive à passer les méninges, parce que le contrôle d'entrée, il trouve bizarre, cette molécule elle devrait être de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle rentre au bercail tout de suite. Puis après, il trouve anormal que ça soit systématiquement de ce côté-là. Au bout de 6 mois de traitement, les méninges bloquent la L-Dopa, elle ne passe plus. Et donc du coup, les traitements n'ont plus d'efficacité. Donc ça marche à peu près pendant les 6 premiers mois de la maladie, ça retarde les symptômes. C'est toujours 6 mois de gagné. Mais c'est tout le problème des maladies cérébrales. On connaît très souvent les molécules actives, mais on ne sait pas comment les faire atteindre le cerveau. Très compliqué. Donc, il y en a un dernier en pharmacie, l'acétylcystéine. Vous l'avez sûrement presque tous déjà utilisé, car c'est utilisé presque systématiquement dans toutes les angines bronchites en maladie infantile. Et en principe, on passe plus ou moins tous par là au cours de notre enfance. Et pour la bonne raison que là, c'est la cystéine qui est le principe actif. Grâce à son couplement thiol, elle détruit les polysaccharides bactériens qui permettent aux bactéries responsables de la bronchite ou de l'angine de se fixer dans les voies respiratoires. Donc en détruisant ce polysaccharide, ça permet d'expectorer et d'éliminer ces bactéries. Et donc c'est toujours couplé à un antibiotique pour la tuer, parce que la cystéine ne fait que la décoller, ça permet d'éliminer, mais ça ne la tue pas. Donc si on couple à un antibiotique, vous la tuez, vous éliminez le cadavre en même temps. Donc ça, c'est utilisé systématiquement. Pourquoi c'est mis sous forme acétyle? C'est uniquement pour pouvoir la mettre en soluté buvable, car la cystéine est autrement quasiment insoluble, ou très faiblement soluble. Donc le fait de greffer un groupement acétyle permet de la rendre soluble et de la mettre en soluté buvable. C'est toujours plus pratique à faire prendre un sirop parfumé à un enfant qu'un comprimé ou que de lui faire une piqûre, quelque part. Alimentation parentérale, ça c'est quelque chose que je ne souhaite absolument pas d'expérimenter. C'est le traitement médical des gens qui sont soignés pour le tube digestif, que ce soit suite à un accident, suite à un cancer ou autre maladie, et qu'il faut laisser cicatriser le tube digestif, qu'il ne doit plus fonctionner, il faut le laisser au repos. Et donc les gens sont nourris entièrement par perfusion en intraveineuse. Donc c'est pour ça que je ne souhaite pas d'expérimenter vous-même. C'est très utile d'un point de vue médical, mais vaut mieux être capable de manger pour se nourrir, c'est quand même plus sympa. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Donc là, pourquoi on en met 17 ? Là, on doit mettre non plus la nourriture, on doit mettre ce qui passe dans le sang après digestion. C'est plus des protéines, c'est des acides aminés. Donc l'alimentation parentérale ne contient pas des acides aminés, c'est une solution nutritive complète qui va contenir tous les acides aminés, toutes les vitamines, tous les glucides et tous les lipides indispensables. Là, comme c'est un cours sur les acides aminés, je n'ai mis que les acides aminés. Pourquoi on n'en met que 17 ? Il y en a 3 qu'on ne met pas. La glutamine, car c'est un acide aminé instable, qui se dégrade spontanément en solution relativement rapidement. Donc on ne peut pas. Ou alors si on la met, il faut la préparer et de manière stérile directement dans la solution à injecter. C'est très compliqué de le faire stérilement, parce qu'autrement on ne peut pas la préparer à l'avance, ça se dégrade dès que c'est en solution. Et tyrosine et cystéine pour des problèmes de solubilité. Là, il ne s'agit pas de mettre des dérivés acétylés en voie sanguine, il faut mettre que la forme physiologique. Donc c'est uniquement pour eux, là c'est pour des problèmes de solubilité qu'on ne les met pas,
au niveau digestif, les acides aminés, la glutamine, tyrosine, cystéine, au niveau intestinal, ils vont être passés non pas sous forme d'acides aminés libres, mais sous forme de di- ou tripeptides. Notre système digestif permet de faire passer la membrane intestinale au niveau sanguin aux acides aminés libres, mais aussi aux petits peptides, jusqu'à peu près 5 à 7 acides aminés de taille. Ça dépend du nombre de la taille d'acides aminés. C'est un peu plus long si c'est des glycines et moins long si c'est des tryptophanes qui sont plus gros. Et donc du coup, tous ceux qui ont des problèmes de solubilité ou de stabilité sont assimilés sous forme de peptides très courts et ne seront libérés au niveau cellulaire par une aminopépidase ou carboxypépidase uniquement au moment où il y en aura besoin, quelque part. Mais autant faire des acides aminés, c'est assez facile à faire. Faire des petits peptides, c'est quelque chose de relativement complexe et de très cher. C'est beaucoup plus facile de faire un acide aminé qu'un peptide. On en utilise aussi plusieurs en cosmétologie. Donc là, il y en a 3, cystéine, tyrosine, hydroxyproline. Alors cystéine et hydroxyproline servent dans des produits essentiellement capillaires et pour les ongles, car ce sont les constituants de la kératine, qui est la protéine majoritaire à la fois des cheveux, des poils et des ongles. Et donc ça sert à régénérer les cheveux ou les ongles. Et alors ça, et c'est le cas de tous les produits cosmétiques, vous avez 2 types de produits, les produits bon marché où ça ne marche pas et les produits chers où ça marche. Tous vont contenir les acides aminés en question, mais dans les produits bon marché, pourquoi ça ne marche pas? On se contente de mettre des acides aminés dedans, c'est marqué dans la formule, il y en a, et ça fait un effet placebo et c'est tout. Pourquoi? Parce que les cellules souches du poil ou de l'ongle, du cheveu ou de l'ongle, elles ne prennent pas leurs acides aminés constitutifs pour synthétiser la kératine à l'extérieur. C'est amené par la circulation sanguine jusqu'aux cellules souches qui sont dans le cuir chevelu ou à la base des doigts pour les ongles. Et, ça vient, et leur nourriture, elle ne vient pas de l'extérieur. Et donc pour que ça marche, il faut les mettre dans des systèmes qui permettent une perméation transcutanée de ces molécules. Il ne suffit pas de mettre les produits en solution dans la solution cosmétique ou dans la crème. Là, ça ne passe pas. Donc il y a des techniques cosmétologiques ou pharmaceutiques qui permettent la perméation transcutanée, mais si vous avez une perméation transcutanée, votre dossier d'homologation est beaucoup plus lourd parce que vous êtes assimilé à un produit pharmaceutique, puisque si ça traverse la peau, ça rentre dans le système interne. Donc c'est une même réglementation que la réglementation médicale. Donc c'est beaucoup plus lourd, c'est plus compliqué à faire, et le dossier d'homologation coûte plus cher. Ça existe, mais vous l'avez dans les produits cosméto haut de gamme, à cause de ces problèmes de perméation transcutanée. La tyrosine, le troisième, on a le même problème de perméation transcutanée, c'est utilisé comme précurseur de bronzage dans les lotions bronzantes, puisque la tyrosine est le précurseur indispensable à la synthèse de la mélanine, qui est le pigment bronzant qu'on synthétise sous l'action du soleil. Mais il y a le même problème, il faut que ça passe à travers la peau. Les mélanocytes prennent leur tyrosine via la circulation sanguine et pas à l'extérieur. Mais les cosmétologues savent faire sans problème. Il y a quelques autres petites activités qui existent au niveau médical, quelques petits peptides qui ont des activités biologiques. Le médicament le plus connu pour ça, c'est le captopril. Je ne vous souhaite pas d'avoir besoin d'en prendre. C'est un médicament destiné à traiter les maladies cardiovasculaires. C'est un inhibiteur de l'angiotensin converting enzyme qui permet de réguler le rythme cardiaque. Donc, suivant les cas, il faut soit l'accélérer, soit le ralentir. Et donc ça joue sur le rythme cardiaque. Et c'est simplement le dipeptide alanine proline. Il est commercialisé. Évidemment, maladie cardiovasculaire, c'est uniquement sur ordonnance médicale. Ça. Et c'est des maladies graves, donc je ne vous souhaite pas d'avoir besoin d'en prendre. Et évidemment, ce qui existe aussi, les ingrédients pour la culture cellulaire. On met beaucoup d'acides aminés dans tous les milieux de culture, et là où on en met le plus, c'est les milieux de culture pour cellules animales, qui ont besoin de choses les plus riches qui existent. Et c'est très utilisé au niveau médical. Comment on soigne les grands brûlés aujourd'hui? Tout simplement en faisant régénérer leur peau en culture de cellules. Quelqu'un qui est brûlé, la première chose que va faire le chirurgien, c'est de lui enlever 1 cm² de peau saine là où il en reste. Puis on va la mettre en culture et la multiplier pour ensuite lui remettre sa propre peau sur les plaies.
et on la cultive. Mais donc pour ça, il faut des milieux très riches qui contiennent quasiment tous les acides aminés, plus de beaucoup d'autres choses. Et donc il y a beaucoup évidemment pour la recherche scientifique aussi. Agent chélatant, beaucoup d'acides aminés bifonctionnels ont des propriétés de piégeage des cations métalliques. Donc c'est utilisé aussi là, dans beaucoup de produits où on en a besoin. Et pour les cuirs artificiels, ce qu'on appelle vulgairement les SKY. Alors les SKY bas de gamme, c'est dérivé de produits pétroliers. Et quand on les fait à partir d'acides aminés, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche du cuir naturel. Le cuir naturel, c'est de la peau qui a subi le processus de tannage. La peau, c'est des protéines. Et donc des protéines, ce n'est jamais que des polymères d'acides aminés. Et donc là, ce qui est utilisé comme cuir artificiel, c'est haut de gamme, c'est un polymère chimique de l'acide glutamique qui est fait par voie fermentaire. Et c'est ce qui se rapproche le plus comme texture du vrai cuir, bien plus que tout ce qu'on peut faire à partir de produits pétroliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.